Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au sommaire cette semaine, ces guerres de territoire que rien ne semble pouvoir arrêter au Mexique. Nos correspondants se sont rendus pour nous dans l'état du Michoacán, l'un des plus violents du pays. Leur reportage à découvrir dans un instant. On s'intéressera aussi à cette inflation record enregistrée en mai dernier aux États-Unis, 8,6% du jamais vu en 40 ans. Et puis on vous parlera de cette intelligence artificielle Google Chatbot. Selon l'un de ses ingénieurs, la machine aurait montré des signes de conscience humaine, des émotions aussi. Depuis qu'il a exprimé son inquiétude, ses doutes, son patron l'a renvoyé. On va en parler dans quelques instants avec Guillaume Gralet. Nous vous proposons donc pour commencer cette semaine un document réalisé par nos équipes au Mexique. Le pays demeure l'un des plus sanglants du continent. Les autorités ayant recensé depuis 2006 plus de 340 000 assassinats, beaucoup dans l'état du Michoacán, sûrement l'un des plus ravagés par la violence. La plupart du temps, des guerres de territoire entre bandes rivales impliquées dans le trafic de drogue et d'autres activités illégales. C'est un reportage de Laurence Cuvillier et Mathieu Coma. État le plus meurtri du Mexique avec plus de 800 homicides volontaires recensés depuis janvier 2022, le Michoacán incarne plus que jamais la défaite des autorités. Sur ces images, des véhicules de l'armée doivent fuir face aux criminels qui les prennent en chasse et les insultent. La scène s'est passée le 11 mai dernier, dans le village de Nueva Italia. Face à cette explosion de la violence, l'exil devient souvent le seul choix possible. Certains, comme Celia, trouvent refuge dans la capitale de l'État, Morelia. Je suis arrivée ici il y a 3 mois. Je suis partie suite à la disparition de mon mari. Il a disparu le 22 février 2022 dans la ville de Sahuayo, Michoacán. Des gens armés sont venus à mon domicile. Je ne pouvais pas mettre ma vie en danger ni celle de mes enfants. Alors j'ai décidé de revenir ici, dans ma ville natale. Celia a trouvé ici le soutien d'Evan Relina. À la tête d'un collectif d'aide aux personnes à la recherche d'un disparu, elle aussi a quitté sa ville d'origine après la disparition de sa fille en 2012. J'ai commencé à recevoir beaucoup de menaces. On disait qu'ils allaient m'enlever. Je me suis rapprochée du service d'aide aux victimes de Lázaro Cárdenas et du procureur de l'époque. Ils devaient me venir en aide, mais ils ont été piégés, on leur a tiré dessus. Leur camionnette a été incendiée et l'un d'eux a été assassiné. Je devais partir, sauver ma fille. Enlèvement, meurtre, déplacement forcé. Depuis le début de l'année, plus de 4000 délits portant atteinte à la personne ont été recensés dans le Michoacán. Je pense que derrière chaque personne déplacée se cache une histoire de féminicide, d'homicide, de vol, de raquettes de bétail, d'exploitation. Les gens fuient sans rien dire, ils vivent dans des situations très difficiles. Depuis 2010, dans l'état du Michoacán, près de 400 000 personnes auraient été contraintes de quitter leur foyer. Une crise silencieuse qui nourrit aussi l'exode vers les États-Unis. On en vient à cette arrestation en Équateur très remarquée qui fait craindre une vague de violence. Le leader du mouvement de protestation indigène, Léonidas Issa, a été interpellé au lendemain de manifestations qui réclamaient une baisse des prix du carburant. Elle suscite depuis de vives réactions, inquiétudes, notamment d'une radicalisation du mouvement et de possibles violences. Dans une intervention publiée dans la nuit sur Twitter, le président Guillermo Lasso a justifié les arrestations en réaction à des, je le cite, actes de vandalisme interdits par la loi et la Constitution. Ils ont fait l'effet d'une douche froide. Les chiffres de l'inflation américaine au mois de mai ont été publiés vendredi dernier. Et la hausse des prix n'a pas ralenti comme cela avait été le cas en avril dernier. Elle a même atteint un nouveau record en 40 ans, 8,6%. Un glissement annuel que l'on vous explique tout de suite en images. Regardez. C'est le symbole de l'inflation aux États-Unis. Le passage à la pompe, de plus en plus coûteux. Plus de 5 $ le gallon d'essence dans cette station de Washington, un record. Les automobilistes n'en reviennent pas. C'est de la folie, c'est vraiment choquant. Je n'ai jamais payé l'essence aussi cher. C'est scandaleux. Avant, je faisais un plein avec 30 $ et maintenant, vous le voyez, c'est 55 $. L'essence, mais aussi l'alimentation, le logement, la hausse des prix est générale. L'inflation atteignait 8,6% en mai par rapport à l'année dernière, du jamais vu depuis 1981. En cause évidemment, la guerre en Ukraine qui fait flamber les prix de l'énergie et de l'alimentation, mais aussi la reprise économique post-Covid-19.
Les chaînes d'approvisionnement, déjà sous tension, font face à une demande forte, encouragée par les programmes d'aides aux ménages du gouvernement fédéral. Résultat, l'inflation n'a cessé d'augmenter et cela devrait continuer. La Banque centrale américaine a pourtant relevé ses taux directeurs par 2 fois depuis mars, une décision trop tardive selon certains économistes. Le problème, c'est que la Fed a été en retard dans la lutte contre l'inflation et maintenant elle est un peu bousculée. L'occasion d'agir était là. Elle aurait dû augmenter les taux au début de l'année. Pour faire face à l'inflation, l'institution pourrait donc décider de pratiquer des taux directeurs encore plus agressifs. Problème, cela pourrait freiner la consommation et faire plonger les États-Unis dans la récession. On en vient à notre chiffre de la semaine, 118 millions de dollars. C'est le montant que Google va verser pour solder une plainte en non collectif, accusant le groupe d'avoir discriminé les femmes en termes de salaire et d'échelon. Après 5 ans de procédure, les deux parties ont préféré donc aboutir à un accord financier. Il couvrira environ 15 500 employés ayant travaillé en Californie depuis septembre 2013. La firme de Mountain View, pointée du doigt par ailleurs pour avoir écarté l'un de ses ingénieurs. Son nom, Blake Lemoine, un employé qui s'était inquiété publiquement d'avoir dialogué avec une intelligence artificielle. On en parle avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. L'ordinateur serait capable, selon l'ingénieur en question, de penser, voire d'avoir des sentiments humains. Oui, c'est vrai, quand on a découvert un petit peu cette conversation un petit peu surréaliste qui a eu lieu entre cet ingénieur que vous avez cité et puis la machine sous la forme d'un logiciel Language Model for Dialogue Applications, eh bien, on est un tout petit peu surpris. On voit une machine qui explique ne pas vouloir, je cite, être débranchée, ressentir quelque chose en lisant Les Misérables, ou encore expliquer avoir une sensibilité, être consciente de son existence, désirer en savoir plus sur le monde, se sentir parfois heureuse ou encore triste. Ça donne un tout petit peu des frissons. Ce sont des accusations, en tout cas des affirmations qui ont été balayées par un des porte-parole de la firme, Brian Gabriel, qui a expliqué qu'il n'y a aucune raison de croire que cette machine soit sensible ou encore consciente, et a préféré relever de ses fonctions cet ingénieur maison. Voilà, cet ingénieur qui a donc réalisé comme une interview avec la machine. Ce sont les réponses qui ont suscité ces interrogations par la suite. Cette conversation, elle vous laisse, vous, circonspect, surtout les conclusions qu'on en a tirées. Oui, alors j'ai envie de dire que je ne peux pas dire aujourd'hui si on arrivera un jour à avoir une machine consciente d'elle-même, sensible. C'est au cœur des recherches de très grands ingénieurs, chercheurs comme Stuart Russell, qui est professeur à Berkeley, qui dit qu'on y arrivera peut-être un jour. Il faudra attendre pour cela 2100 pour y arriver. Mais en attendant, ce que je trouve un peu dommage, c'est que dès que quelqu'un pose une question, on préfère l'écarter plutôt que d'avoir une discussion très ouverte sur l'intelligence artificielle. On sait très bien que l'intelligence artificielle est au cœur de nombreux fantasmes, de nombreuses craintes, la disparition d'emplois par exemple, ou encore l'apparition de biais, des biais raciaux, des biais sociaux. Pour cela, il vaut mieux avoir une discussion très ouverte sur ces progrès de l'intelligence artificielle, un petit peu comme ceux que veut faire OpenAI, une association qui a été créée en Californie, à San Francisco, et qui veut contribuer au bien de l'humanité. C'est un petit peu dommage qu'on écarte un peu ce genre de débat, je trouve. En tout cas, c'est un sujet qui a déjà largement inspiré Hollywood. Il y a eu un certain nombre de films là-dessus, la machine qui se retourne contre l'homme. L'objet de fantasme, vous en parliez il y a quelques instants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que depuis l'apparition du terme en 1956, on doit ça à Marvin Minsky, l'intelligence artificielle est au cœur de nombreux fantasmes avec des stop and go, c'est-à-dire des gros progrès, un petit peu des hivers ensuite. C'est ce qu'on appelle la honte prométhéenne, le philosophe allemand Gunther Anders, c'est-à-dire de voir la machine dépasser l'être humain. C'était au cœur des réflexions de Stanley Kubrick, d'Isaac Asimov, qui a été jusqu'à imaginer des règles à venir pour les robots, que les robots ne devront jamais dépasser l'être humain. C'est aussi au cœur du syndrome de la planète des singes, c'est-à-dire de voir des créations des autres êtres que ceux de l'homme nous dépasser. Pour cela, il vaut mieux avoir des discussions apaisées les plus ouvertes possibles, je pense. Merci beaucoup Guillaume pour le décryptage. Avant de refermer cette page 2.0, c'est la fin d'une ère. Internet Explorer n'est plus. Après 27 ans d'activité, le célèbre navigateur a tiré ce mercredi sa révérence. Sa suppression des systèmes d'exploitation Windows 10 est enclenchée. Pas de panique si vous en êtes encore un utilisateur. Le changement sera progressif. Leader à plus de 95% sur le marché dans les années 2000, le navigateur avait ensuite connu des déboires, des failles de sécurité permettant notamment aux hackers de prendre la main
main à distance sur les ordinateurs. Le navigateur qui a ensuite été synonyme de lenteur, largement tourné en dérision sur les réseaux sociaux. C'est le cas encore à l'occasion donc de cette révérence aujourd'hui. Même Elsa, vous le voyez, la Reine des Neiges, s'y met. Et notre image de la semaine maintenant, impressionnante vidéo réalisée par un touriste au sein du parc Yellowstone aux États-Unis. Cette maison, située en bordure de rivière, a été engloutie carrément après des inondations. L'ouest du pays est victime de pluies importantes et le réchauffement climatique, une fois encore, est mis en cause. Dans le pays, environ un Américain sur 3 en est victime. Vagues de chaleur, d'inondations donc et d'incendies dévastateurs. Explication en images avec Juliette Coulet. Des inondations, des incendies, des chaleurs caniculaires. Aux États-Unis, plus d'un tiers des habitants sont touchés par des catastrophes liées au changement climatique. Le plus impressionnant, ces inondations sans précédent à Yellowstone dans le nord-ouest. Le parc national a dû fermer pour une période indéterminée, une première depuis 34 ans. En parallèle, des températures caniculaires se sont abattues à travers le pays. Jusqu'à 43 degrés sont attendus cette semaine. Dans le sud-ouest, plusieurs incendies se sont déclarés. En Arizona, 3 feux ont détruit plus de 10 000 hectares. Les habitants semblent impuissants. Je suis un peu anxieux, je suis fébrile parfois, un peu effrayé. Quand j'ai vu la fumée arriver un peu plus tôt, j'étais terrifié. En Californie aussi, des feux de forêt ont poussé des centaines d'habitants à fuir leur foyer. Pour les scientifiques, aucun doute, chacun de ces phénomènes est aggravé par le changement climatique. Ouais, c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite. France 24 et la première présente. Bonjour à tous, retrouvez-nous chaque semaine dans l'Hebdo Outre-mer. Au programme, des reportages et des décryptages pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux de ces territoires français. Nous reviendrons ensemble sur l'actualité de la semaine. Nous partagerons avec vous les bonnes idées des Outre-mer et vous ferons découvrir le patrimoine local. L'Hebdo Outre-mer, votre rendez-vous sur France 24. Outre-mer, à voir sur France 24 et France24.com.